France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24 consacré à la confrontation entre le président russe Vladimir Poutine et son principal opposant Alexeï Navalny. On va en parler avec notre invitée Isabelle Facon, elle est directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Russie. Mais d'abord un peu de géographie avec vous Christophe, bonjour. Bonjour Stéphanie. La Russie est le plus grand pays au monde en superficie. Effectivement, on va le voir sur cette carte, cela représente 11% de la surface habitable de la Terre. C'est 17 millions de kilomètres carrés. À titre de comparaison, c'est 26 fois la France. Néanmoins, en termes de population, elle est à peine 3 fois plus importante que celle de la France. 144 millions pour la Russie et 67 millions pour la France. Et Vladimir Poutine dirige ce pays depuis plus de 20 ans, Christophe, et en face de lui, son principal opposant, Alexeï Navalny. Il a 44 ans, c'est un avocat et un militant politique russe. Il est également fondateur de la Fondation anticorruption et dirigeant du parti Russie du futur depuis 2013. Mais on se souvient surtout que le 20 août 2020, il a été hospitalisé en urgence. Les images ont fait le tour du monde. C'était dans un vol reliant Tomsk à Moscou. À ce moment-là, il a été transféré dans une unité de soins intensifs en Allemagne. Et à ce moment-là également, des tests réalisés détectent des traces d'agents neurotoxiques, le Novichok. Le 22 septembre 2020, il sort de l'hôpital, il va rester en Allemagne quelques mois pour la convalescence et ensuite il va revenir en Russie, ce sera en janvier, où il est condamné à 3 ans et demi de prison ferme le 2 février 2021. Et depuis son arrestation, des manifestations de soutien ont lieu un peu partout en Russie, à Moscou, mais également dans d'autres villes. Les manifestants risquent gros, jusqu'à 10 ans de prison. Les ONG parlent de plus de 10 000 arrestations. Regardez l'extrait de ce reportage d'Elena Voloshin, elle est correspondante de France 24 en Russie. Мы большинство. Те десятки миллионов людей, которых обокрала эта власть, не удастся запугать. Это ужасно. Посмотрите, я не знаю, они выхватывают всю молодежь. Jamais il n'y a eu de tel barrage à Moscou pour une manifestation. Oui, mais là, tout le centre-ville est bouclé. La police procède à plus de 5300 arrestations. Du jamais vu. Le week-end d'avant, lors du précédent rassemblement, plus de 4000 personnes avaient déjà été arrêtées. Jamais autant de personnes n'avaient été condamnées en si peu de temps. C'est pour ça qu'il n'y a plus de place dans les prisons pour les caser. Plus de 150 condamnés jusqu'à 15 jours de prison rien qu'à Moscou après le premier rassemblement. D'autres risquent plus gros. Des enquêtes pénales sont en cours pour des charges qui valent jusqu'à 10 ans de prison. Dans le viseur des autorités, manifestants, journalistes, activistes et les proches d'Alexeï Navalny, arrêtés les uns après les autres. Dans le monde entier, les gens peuvent exprimer leur volonté dans la rue. Mais chez nous, ceux qui sortent dans la rue sont traités comme des extrémistes. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le tout début des répressions. Le comité d'enquête russe les accuse d'avoir appelé au rassemblement en dépit des restrictions sanitaires liées à la pandémie. Tout ça, c'est fait pour nous faire peur, à nous tous, pour dire « Regardez, nous sommes venus chez eux, mais nous pourrions venir chez vous », pour que chacun ait peur. Mais moi, je dis qu'ils ne pourront pas faire peur à tout le monde. Quand il est rentré en Russie, Navalny a dit « Je n'ai pas peur, n'ayez pas peur non plus ». Et moi je le dis, Navalny n'a pas peur, je n'ai pas peur. Un peu plus tôt ce soir-là, la police a perquisitionné les bureaux du Fonds de lutte anticorruption d'Alexeï Navalny et les studios de sa chaîne YouTube. Ils cassent toujours tout. Mais hier, ils n'ont pas eu de mal à ouvrir la porte. L'équipe de Navalny, ce ne sont pas 5 personnes. C'est un nombre énorme de partisans, de bénévoles, de collaborateurs. Chez combien de personnes viendront-ils? 1000? Leurs prisons sont déjà remplies. À l'exemple d'Alexeï Navalny, la Russie qui manifeste risque sa liberté. Reste à voir combien de temps, comme lui. Elle n'aura pas peur. Alexeï Navalny est devenu l'opposant phare de Vladimir Poutine, sa bête noire, comme l'explique Luc Lacroix, le correspondant à Moscou de France Télévisions.
Alors la mobilisation dans la rue, elle a été en quelque sorte cassée par les arrestations. Plus de 10 000 depuis le mois de janvier et surtout beaucoup d'arrestations le soir de la condamnation d'Alexeï Navalny à de la prison ferme. Ce qui a forcé les pro-Navalny à changer de stratégie. Dimanche dernier, ils appelaient les Russes à descendre en bas de chez eux, dans leur cour d'immeuble, à se filmer et à poster les photos et les vidéos sur les réseaux sociaux. La pression, elle s'exerce aussi sur l'équipe d'Alexeï Navalny. Nous sommes allés au siège de sa fondation de lutte contre la corruption et là-bas, il n'y avait presque personne, soit parce qu'ils avaient été arrêtés pour avoir appelé à des manifestations, soit parce qu'ils craignaient de l'être et préféraient donc rester chez eux. Il y a d'ailleurs eu une perquisition quelques jours après notre venue. La pression, elle s'exerce aussi bien sûr sur Alexeï Navalny avec cette peine de prison, mais aussi avec d'autres procédures judiciaires qui sont intentées contre lui. Alexeï Navalny, c'est l'opposant numéro 1, pas forcément parce qu'il est très populaire ou parce qu'il serait une alternative à court terme, mais parce qu'il est dans une opposition frontale, sans concession, avec Vladimir Poutine. Et on en parle avec Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Russie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez publier le mois prochain, dans le cadre des carnets de l'Observatoire, la nouvelle armée russe. Et puis, vous êtes également l'auteur de Russie, les chemins de la puissance. Et ça, c'est aux éditions Artege. Alexeï Navalny, qui est-il? Un avocat nationaliste ou un militant anticorruption? Il est tout cela à la fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques semaines, dans la télévision nationale russe, dans la grande presse nationale russe, on ne parlait pas du tout de lui. Poutine évitait de prononcer son nom. Et aujourd'hui, effectivement, suite aux événements récents, et notamment l'empoisonnement de Navalny, son retour, aujourd'hui, on ne parle plus que de lui. Et effectivement, c'est le pouvoir lui-même qui a fait de lui le principal opposant et qui lui a donné une visibilité finalement assez incroyable au regard de celle dont il bénéficiait. Son empoisonnement lui a donné une nouvelle stature. L'empoisonnement et tout ce qui a suivi, bien évidemment. Mais effectivement, ça lui a donné un poids. Ça a donné l'impression qu'il avait plus de poids qu'il n'en a réellement. Puisque si on regarde les sondages du centre le plus crédible, on va dire, en Russie actuellement, le centre Levada, il y a 20% de Russes qui se déclarent plus ou moins sympathisants de monsieur Navalny. Si on regarde les taux de confiance, on voit que Poutine a 29% et Navalny a 5%. Donc voilà, mais c'est vrai que le pouvoir, par son attitude vis-à-vis de lui a donné un poids très important. On est dans un face-à-face. Alors, on l'a vu, grâce à nos correspondants à Moscou, Alexeï Navalny utilise tous les moyens modernes, Internet, les réseaux sociaux, il dénonce la corruption avec sa chaîne YouTube. Auprès de qui, finalement, est-il populaire? Est-ce que l'on peut estimer que c'est essentiellement sa base est à Moscou ou on peut en trouver, au contraire, un peu partout sur toute la Russie? Alors, c'est vrai que si on regarde déjà sur ces médias qu'il utilise, c'est plutôt les voix modernes, on va dire, alors qu'une majorité de Russes, je crois qu'on est à 70% de Russes qui s'informent majoritairement par la télévision d'État. Donc déjà, ça peut donner une idée de l'audience qu'il peut avoir en termes généraux. Il a plus jeune, probablement. Alors, il y a des jeunes, évidemment, mais alors, qui sont les jeunes jusqu'à 30 ans, visiblement, il a une certaine aura dans beaucoup de grandes villes. Alors, on parle toujours de Moscou, Saint-Pétersbourg, mais vous avez aussi d'autres villes en Russie qui sont très dynamiques. Et la Russie, pour l'instant, reste quand même assez connectée sur les réseaux sociaux. Donc, la tranche d'âge, on va dire 18-35 ans, serait assez intéressée par une certaine modernité qu'il véhicule. Mais voilà, comme c'était dit dans votre reportage, le premier, je crois, les gens qui sont venus en soutien à Navalny, et c'est ça qui est intéressant aussi, ce serait de pouvoir avoir une image fine de qui sont les Russes qui sont descendus dans la rue. Sont-ils des soutiens de Navalny ou sont-ils sortis dans la rue pour exprimer un ras-le-bol qui serait plus général? Et ça, c'est important aussi à comprendre. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul, mais visiblement, ça relève aussi d'un ras-le-bol général qui a été alimenté par la fameuse vidéo sur le palais présumé de Poutine, mais aussi par des conditions économiques et sociales qui ne se sont pas tellement améliorées depuis quelques années, puisque les revenus réels de la population russe ont diminué en 2020 pour la 8e année consécutive. En tout cas, il a été incarcéré dès son retour à Moscou, Alexeï Navalny, pour violation du contrôle judiciaire en lien avec une affaire d'abus de confiance. Est-ce qu'il inquiète véritablement le Kremlin? Est-ce la raison pour
pour laquelle Vladimir Poutine l'a envoyé en prison. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations sur le sujet actuellement. Juste avant de venir, je lisais dans le Nezavissimaya Gazeta, qui est un des journaux les plus lus en Russie, que en fait peut-être que tout ça était une solution pour Poutine pour montrer que en prévision des élections législatives de cet automne, il y avait un vrai opposant parce qu'il y a une certaine apathie, une certaine lassitude de la population, une certaine usure aussi du pouvoir poutinien. Donc j'ai lu cette hypothèse selon laquelle ce serait dans cette perspective. Mais je crois plutôt que l'attitude du régime vis-à-vis de Navalny est assez cohérent finalement par rapport à une évolution depuis 2011-2012 où on voit un durcissement du pouvoir et notamment par rapport aux opposants et en particulier 11 000 arrestations, ce qui est du jamais vu. Voilà. Notamment ceux qui ont des soutiens de l'étranger. Il y a cette obsession, je crois, du pouvoir russe sur tout ce qui est révolution de couleur, les printemps arabes et cette idée que les pays occidentaux, États-Unis en tête, n'ont qu'une idée, c'est renverser les régimes qui ne leur conviennent pas. Et évidemment, la Russie se sent directement concernée. Donc, il y a vraiment cette crainte de la part des autorités russes, mais c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent mettre en scène et amplifier comme message à la population en disant ces agents de l'étranger, comme on dit aujourd'hui beaucoup à Moscou pour parler de Navalny et de son équipe, ces agents de l'étranger vont amener le chaos en Russie et ça, on sait que ça a un écho auprès de la population russe et ils veulent porter atteinte à la souveraineté de la Russie. Et ça aussi, c'est un message qui ratisse assez large dans la population russe. Rapidement, Alexandre Navalny, vous le disiez, il y a des élections législatives. Il veut vraiment le pouvoir ? Alors oui, je pense que oui. Il a plusieurs fois parlé de son ambition présidentielle. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il avait tenté de concourir à l'élection présidentielle de 2018 et ça avait été refusé. En fait, il est interdit d'élection jusqu'en 2028. Jusqu'à un passé récent, il avait comme principal message sa lutte anticorruption extrêmement active, avec des gros dossiers sur les principales personnalités de l'État. Donc dernièrement, l'histoire du palais, mais il y a eu aussi Dmitri Medvedev, qui fut président, puis Premier ministre, proche allié de Poutine. Donc, mais depuis quelque temps, il essaye de déployer peut-être une image un peu plus... un programme, une forme de programme. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les autorités russes, ces derniers temps, reprennent des choses qu'il a pu dire dans le passé sur le mode de la critique, là aussi pour actionner certaines angoisses de la part de la population. Vous parliez de son profil ultranationaliste. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, Poutine a parlé de la société russe qui est pluriethnique, ce qui est tout à fait vrai, et multiconfessionnelle. Et il a rappelé les propos de Navalny sur la Russie qui devrait être plutôt slave, la Russie qui ne devrait pas nourrir les Caucasiens, qui ne devrait pas accueillir les immigrants du travail centra-asiatique. Vous parliez justement de ce documentaire d'Alexeï Navalny. Il a dénoncé l'existence de ce palais au bord de la mer Noire, appartenant selon lui à Vladimir Poutine, qui aurait coûté près d'1 milliard d'euros, 100 milliards de roubles. On regarde un extrait. Наше будущее в наших руках. Не молчите, не соглашайтесь подчиняться пирующим злодеям. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états sur France 24 et France Info consacrée à la confrontation entre le président russe Vladimir Poutine et son principal opposant Alexeï Navalny. On va revenir justement sur Vladimir Poutine dans cette deuxième partie. Il est au pouvoir en Russie depuis 1999. Vladimir Poutine en est à son 4e mandat présidentiel, Christophe. Effectivement, il a exercé 2 mandats de 2000 à 2008 en tant que président. Et comme la
Constitution l'empêchait finalement de se représenter pour un troisième mandat. Eh bien, il a soutenu à ce moment-là Dimitri Medvedev. Il est devenu Premier ministre, puis il est redevenu président en 2012, puis en 2018. Et en fait, à ce moment-là, il a changé la Constitution, ce qui lui permet en fait de rester président jusqu'en 2036. Il aurait alors 84 ans. Et vous allez voir que Vladimir Poutine soigne son image. Certains l'appellent d'ailleurs le nouveau tsar. Regardez ce portrait de Cyrilza pour l'œil du 20h de France Télévisions. Vladimir Poutine aime montrer ses muscles, mais pas seulement, par amour du sport. Poutine, président omnisport, cela fait des années qu'il cultive autant ses muscles que cette image. 2007, le monde le découvre torse nu, chasseur et cavalier émérite, à travers les plaines de la toundra. En 2011, quand il pêche, c'est toujours du très gros. Ce brochet exceptionnel, qui mérite bien un baiser, pèserait 21 kilos selon le Kremlin. Et sur les tatamis, Poutine judoka met tout le monde au tapis. Son grade, ceinture noire 8e dan, plus fort que Teddy Riner, qui lui n'est que 5e dan. Quand il essaie une Formule 1 ou qu'il prend les commandes d'un ULM, le président russe va plus vite et plus haut que les autres. Mais alors, quel est le sens de cette vie de président sportif? Tour à tour hockeyeur, judoka, chasseur, pilote de Formule 1, motard? Une vie dont chacun des épisodes est systématiquement immortalisé en images par l'agence de presse officielle du pouvoir russe. Parfois, la ficelle est un peu grosse. Archéologue sous-marin, le président est filmé en train de découvrir dans la vase des amphores vieilles de 15 siècles, mais sur elles, ni coquillages ni algues. Bizarre. Le Kremlin sera obligé d'admettre qu'elles avaient été nettoyées et placées au fond de l'eau pour la photo officielle. C'est souvent ça la propagande, des images trop parfaites. Et avec l'arrestation d'Alexei Navalny, Vladimir Poutine s'est mis à dos les Européens et l'Amérique de Joe Biden. L'Allemagne, la Suède et la Pologne ont expulsé des diplomates en représailles d'expulsion de diplomates européens par la Russie. Berlin, qui a accueilli Alexei Navalny après son empoisonnement, est entré dans une partie de bras de fer. Vous allez le voir avec Moscou, comme nous l'explique Anne Maillet, correspondante de France 24 à Berlin. Avec l'affaire Navalny, les relations entre Berlin et Moscou ont touché le fond, mais pas question pour l'Allemagne d'aller à la confrontation. Après l'empoisonnement de l'opposant russe, son arrestation à Moscou et divers affronts diplomatiques, l'Allemagne a haussé le ton et multiplié les mises en garde. Mais la chancelière allemande Angela Merkel et son gouvernement restent favorables à un compromis entre sanctions et dialogue avec Vladimir Poutine, notamment pour protéger le très polémique gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Malgré le vote d'une résolution au Parlement européen demandant la suspension de ce chantier, malgré les réserves exprimées notamment par la France, l'Allemagne continue de défendre bec et ongle ce projet. Angela Merkel a d'ailleurs obtenu de la part de ses partenaires européens que d'éventuelles sanctions contre la Russie épargnent ce projet de gazoduc. Reste que la pression ne retombe pas pour autant, puisque les États-Unis, eux, restent toujours fermement opposés à ce chantier, à ce gazoduc Nord Stream 2. Et l'avenir des relations entre l'Allemagne et la Russie dépend également de l'issue des élections législatives de septembre. Selon les sondages, les écologistes pourraient faire partie du futur gouvernement. Or, ces derniers sont très critiques vis-à-vis de Vladimir Poutine et ils plaident pour l'arrêt immédiat de Nord Stream 2. Et nous sommes toujours avec Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique spécialiste de la Russie. Alors, cette arrestation de Navalny s'est transformée également en crise diplomatique avec les Européens. On l'a vu il y a quelques jours avec Joseph Borrell qui s'est rendu sur place pour renouveler la demande de libération de Navalny. À ce moment-là, il s'est fait un peu piéger puisqu'on l'a vu, Moscou a expulsé 3 diplomates européens pendant sa visite. Est-ce que l'on peut envisager de nouvelles sanctions des Européens contre la Russie? Et justement, est-ce que cela fait peur à Vladimir Poutine ou pas du tout? Alors, vous disiez crise diplomatique, une énième, parce que ces dernières années, on en a eu un certain nombre. Sur les sanctions, oui, c'est en discussion. Effectivement, on pourrait attendre des sanctions ciblées sur des individus qu'on estimerait responsables de la situation de M. Navalny. Mais
Je crois que pour les Russes, aujourd'hui, il y a quelques années déjà qu'ils nous disent de toute façon, on va être sous sanction pour encore de très nombreuses années. Ça ne veut pas dire que ça ne leur fait rien, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur l'économie russe, car c'en a un très réel et très tangible. Néanmoins, c'est aussi quelque chose que les autorités russes peuvent mettre en avant pour dire, vous voyez, l'Occident nous veut du mal, l'Occident veut déstabiliser la Russie. Et pourquoi ? Parce que la Russie a voulu défendre ses intérêts sur la scène internationale. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui les Russes craignent vraiment des sanctions si ce sont des sanctions individuelles. En revanche, des sanctions qui toucheraient à des sujets économiques qui sont sensibles, comme les domaines de l'énergie ou certains domaines technologiques. Et M. Lavrov l'a d'ailleurs dit, eh bien là, nous sommes prêts à une rupture des relations avec l'Union européenne si les sanctions devaient toucher à certains enjeux économiques majeurs. Mais je crois qu'on va plutôt aller vers quelque chose d'assez gradué, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas forcément un consensus entre les pays européens sur ce qu'il convient de faire. Et donc, dans un premier temps, ce seront sans doute plutôt des sanctions ciblées contre des personnalités russes proches du pouvoir, probablement. Alors, nous sommes en pleine période de pandémie et les Russes ont également joué un rôle majeur puisqu'ils ont trouvé ce vaccin Sputnik, pas encore reconnu par les Européens. Là encore, c'est une arme géopolitique. Alors, arme géopolitique, en tout cas, c'est une façon de mettre en valeur le fait que la Russie a encore de belles armes, si j'ose dire d'ailleurs, mais qu'elle a encore des atouts, qu'elle n'est pas, comme disait Obama, un pays qui ne fait rien, qui ne fabrique rien, qui n'a que finalement les ressources de son sous-sol à exporter. Ça permet de montrer que la Russie a encore, au niveau scientifique, beaucoup d'atouts. Et on les a vus d'ailleurs pendant la pandémie jouer un rôle avec leurs forces armées qui sont allées distribuer de l'aide sanitaire, désinfecter des hôpitaux, etc., dans plusieurs pays. Et donc là, aujourd'hui, il y a aussi une diplomatie du vaccin qui se met en place. Je crois qu'il y a déjà des commandes de certains pays qui sont en plus des amis traditionnels de la Russie, donc c'est assez cohérent avec les différentes orientations de la politique étrangère. Je crois que le Brésil, l'Inde, le Mexique, des pays de l'ex-URSS, Cuba, ont passé déjà des commandes. Et puis surtout, la Russie, qui je crois a quelques contraintes au niveau de la production, est en train de passer des accords pour justement avoir de la production faite dans d'autres pays. On a parlé de la Chine, je crois de la Corée, mais ça ce serait à vérifier. Mais donc plusieurs pays ont déjà dit qu'ils étaient prêts à assurer la production de ce vaccin. Donc il y a une vraie diplomatie du vaccin de la part de la Russie, qui a d'ailleurs mis en avant les critiques que les Européens avaient formulées, parce que c'est vrai que la Russie a annoncé très rapidement qu'elle avait réussi le vaccin, alors qu'elle n'avait pas encore fini toutes les études cliniques. Pour l'instant, les Européens n'en veulent pas, pour l'instant. Joe Biden, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, ont également condamné cette arrestation de Alexei Navalny. Cette nouvelle administration est beaucoup plus dure à l'égard de la Russie que ne l'était celle de Donald Trump. Alors, celle de Donald Trump a finalement pas pu faire grand-chose en positif vis-à-vis de la Russie, mais vu de Moscou, parce qu'en fait, Donald Trump avait le Congrès immédiatement sur le dos dès qu'il essayait de faire une petite ouverture vers la Russie. Donc, il n'a pas finalement pu mettre en œuvre une politique d'ouverture vis-à-vis de Moscou comme il aurait souhaité le faire. Mais il présentait un avantage, Donald Trump, c'est qu'il a amené de la désunion dans la relation transatlantique. Donc ça, pour la Russie, qui déteste l'OTAN pour plein de raisons, c'était tout bénéfice. Il a aussi renvoyé l'image d'États-Unis en déliquescence morale, qui ne pouvait plus prétendre au leadership international. Donc tout ça, pour la Russie, c'était positif. Ça fait partie de son agenda de diplomatie. Et là, on est dans une nouvelle étape. Là, on est dans une nouvelle étape. Je crois que Joe Biden n'a pas l'intention d'essayer un nouveau reset, comme avait fait Obama dans les relations avec la Russie. En revanche, ils ont commencé sur une note plutôt positive en en prorogeant le traité New Start, le traité de désarmement stratégique, ce qui est plutôt un départ positif. Mais Biden est assez clair sur l'idée que la Russie est un adversaire stratégique des États-Unis. Et Alexei Navalny n'est bien sûr pas le premier à défier Vladimir Poutine. On se souvient de la journaliste Anna Politkovskaya qui a été assassinée à Moscou en 2006. On se souvient également de l'opposant Alexandre Litvinenko, ancien agent des services secrets russes, empoisonné, lui, au polonium. Et puis il y a eu aussi Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, plusieurs fois arrêté. Regardez un extrait du reportage de Laurent Boussier. Il était correspondant à Moscou à l'époque. Nous sommes en novembre 2007. Comme s'ils étaient de dangereux provocateurs, voire des terroristes, ils ont dû passer sous les portails des détecteurs de métaux. Pourtant, les quelques 3000 manifestants anti-Poutine qui s'étaient réunis au milieu de la journée sur l'avenue Sakharov à Moscou n'avaient pour seule arme que des drapeaux et la parole de leur leader.
Si ce régime reste au pouvoir, c'est une menace pour l'existence même de la Russie. C'est pour ça que notre but est le démantèlement de ce régime qui couvre le pays de honte. Mais à une semaine des élections législatives, le pouvoir russe ne veut entendre aucune voix discordante, aussi petite soit-elle. Alors la police anti-émeute entre en action et Garry Kasparov, comme plusieurs dizaines d'autres, sont interpellés avec une certaine violence. À quelques centaines de mètres de là, une autre manifestation. Environ le même nombre de participants, mais ceux-là sont des nachis, les jeunes membres d'un parti pro-Poutine. Et le 2 décembre, vous savez pour qui il faut voter? Notre président. Ici, pas de policiers, pas d'arrestation, pas de problème. Et dernier exemple d'une campagne électorale qui a systématiquement muselé l'opposition. Non seulement toutes les chaînes de télévision sont entre les mains des proches du Kremlin, mais dans les villes, même l'espace est occupé par le parti du président. Le pouvoir russe a compris que s'il laisse l'opposition s'exprimer, le peuple arrêtera de croire à la propagande dont nous inonde le Kremlin. Les Russes ne sont pas dupes de ce qui se passe chez eux, de ces atteintes aux droits de l'homme et aux droits de l'opposition. Mais la majorité d'entre eux va quand même voter pour le parti de Vladimir Poutine, parce qu'ils savent que depuis son arrivée au pouvoir, leur niveau de vie a réellement augmenté. Laurent Boussier est parti à la retraite. Garry Kasparov s'est finalement exilé aux États-Unis et Vladimir Poutine est toujours là. Est-ce qu'il peut rester au pouvoir effectivement jusqu'en 2036 ou est-il menacé ? Alors, je ne sais pas s'il tient à rester au pouvoir jusqu'en 2036, mais comme vous le savez, il a pris toutes les mesures possibles pour le faire, puisqu'il y a des amendements constitutionnels votés par référendum cet été, enfin l'été dernier, lui permettent en théorie de rester au pouvoir jusqu'en 2036. La question, c'est de savoir s'il y a dans le cercle proche quelqu'un qui pourrait reprendre le flambeau, si aussi les groupes finalement d'intérêt qui gravitent autour de Poutine et desquels il est toujours en train d'essayer de faire des arbitrages, s'il continue à trouver que Poutine fait bien le job, si on peut dire, c'est-à-dire défendre leurs intérêts ou non. Donc en ce cas, la menace pourrait venir aussi de l'intérieur, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'on en soit là. Et menacé par la rue, pour l'instant, je ne crois pas qu'on en soit encore là, même si bien sûr il y a une inquiétude sur une frustration montante sur le plan matériel et économique de la population russe. Et dernière question à 1 million de roubles, tellement elle est compliquée. Alexei Navalny a-t-il vraiment un avenir politique ? Alors, je pense que tout l'enjeu pour les prochaines années, comme je vous l'ai dit, il n'est pas éligible de toute façon jusqu'en 2028. Et je crois que ça va dépendre de l'aura qu'il pourra installer dans la population, dont on a vu tout à l'heure qu'elle n'était pas encore majoritairement convaincue. Elle ne voit pas forcément en Poutine l'homme de toutes les situations qui réussit sur tous les tableaux. Mais pour une grande majorité de la population, c'est quand même celui qui a su remettre la Russie sur les rails sur le plan économique. Il y a aussi beaucoup le rôle de la propagande qui nourrit cette image-là. Et c'est aussi l'homme qui défend finalement la Russie contre les Occidentaux. Or, ce que sont aujourd'hui en train de faire les autorités russes, c'est de présenter Navalny justement comme une poupée, finalement une marionnette de l'Occident, soutenue par l'Occident, qui veut semer le chaos en Russie. Donc la population devra trancher, mais ce ne sera peut-être pas en faveur de M. Navalny. Merci beaucoup Isabelle Facon d'avoir été avec nous, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Russie. Vous sortez le mois prochain, je le rappelle, dans le cadre des carnets de l'Observatoire, la nouvelle armée russe. Merci Christophe. Merci Stéphanie, émission que vous pouvez retrouver bien évidemment sur nos sites internet France Info et France 24.